3 mois, on est totalement débordé par l'afflux de patients qui ont des pathologies psychiatriques, hein, ou une souffrance psychique importante, ce qui fait que c'est pas forcément simple de tenir les timings correctement. Bon, déjà, l'activité médicale n'est pas une activité qui est simple à gérer au quotidien, mais là, aujourd'hui, les choses sont assez compliquées. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur 2 points. Un premier point qui n'est pas forcément complètement de mon domaine, puisqu'il s'agit d'expliquer finalement quelles sont les stratégies actuelles qui ont été mises en place par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Et d'autre part, en deuxième partie, mais finalement c'est assez lié, les problèmes psychologiques, les troubles psychiatriques, enfin la difficulté au niveau de la santé mentale de la population française, auxquels nous sommes confrontés, nous les médecins, en particulier les psychiatres, parce que je ne suis pas véritablement présenté. Alors, en fait, je suis psychiatre et médecin légiste, je suis rattaché aux Hospices civils de Lyon. Et pour l'instant, je suis en partie en détachement sur Thonon-les-Bains, enfin sur le secteur de Thonon-les-Bains, c'est-à-dire, je ne sais pas si tout le monde connaît cette ville qui se retrouve en fait, à proximité de Genève, de Montreux, en face de Lausanne, et qui draine une grosse population, notamment des personnes qui vivent en montagne, à Voriaz, Morzine, si ça dit quelque chose aux personnes ici. Enfin, je ne sais pas si le sport d'hiver est encore d'actualité. Samoins, et puis une population aussi de frontaliers et des gens, beaucoup de Suisses et de non-Suisses qui travaillent en Suisse et en France. Donc c'est un hôpital qui est assez caractéristique de ce qui se passe aujourd'hui en France, hein. Précédemment, il y a 4 mois, j'étais en Guyane. Je suis resté 1 an et demi en mission en Guyane. Et je m'occupais, j'étais responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique, hein, je ne sais pas si ça dit quelque chose aux personnes ici, de la Guyane. Donc en fait, c'est une structure qui a pour mission de prendre en charge tout ce qui est de l'ordre du psychotraumatisme quand il y a des catastrophes, etc., ou des problématiques importantes qui surviennent. Alors, je pense que cette conférence, elle tombe à un point nommé, puisque, a priori, dans quelques jours, nous serons à nouveau reconfinés. Hein, d'après ce qu'on croit comprendre, ce n'est pas extrêmement clair, mais les choses se précisent, je dirais quasiment d'heure en heure. On sera reconfiné, ce qui effectivement interroge, je vois au niveau des gens qui travaillent dans mon service, hein, des infirmiers, des psychologues, etc., les personnels soignants s'interrogent sur la pertinence de ce 3e confinement, et puis surtout pour nos patients. On a de plus en plus de personnes qui sont en grande difficulté par rapport à la perspective d'un 3e confinement, sachant que le premier confinement, comme tout le monde le sait, est intervenu il y a à peu près 1 an, le 17 mars. Je m'en souviens bien parce que c'est le jour de ma fête. Bon, donc, ce premier confinement a été relativement bien toléré. En tout cas, je pense que les gens étaient assez sidérés et on ne savait pas trop ce qui nous tombait sur la tête. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. Je pense pour tout à chacun, pour vous sans doute, peut-être, pour nous en tant que soignants sûrement, parce que ça nous pose aussi beaucoup de problèmes à venir. Et puis, confinement, pas confinement, on continue à travailler parfois plus que quand il n'y a pas de confinement. En tout cas, quelle est la stratégie? Parce que tout de même, ça répond à une stratégie et à il y a une logique dans tout ça. Le problème, c'est que nous sommes confrontés aujourd'hui à une pandémie virale
Dans un pays comme la France, il n'y en a pas eu tant que cela au cours des siècles, hein. La première véritable pandémie qui est notée sur le plan historique, c'est la peste. Je regarde, mais parce que je fais quand même des notes. C'est la peste qui a eu lieu en 1324. Donc, alors, la peste, c'est une maladie infectieuse, c'est une maladie d'origine bactérienne, hein. Voilà. Quel est le bacille de la peste? Enfin, il y a un bacille de la peste qui s'appelle le bacille de Yersinia. C'est une pandémie avec qui à la base était donc une bactérie. Donc il y a eu cette peste dans les années 1300, d'ailleurs qui a affecté Lyon, puisque vous savez que le 8 décembre, c'est pour rendre hommage à la Vierge Marie qui aurait sauvé Lyon de la peste. Alors plus récemment, il y a eu une autre pandémie, c'était à Marseille, en 1720, donc c'est plus récent. Donc toujours à cause de la peste. Cette pandémie a duré, cette épidémie, non, c'était pas une pandémie, c'était une épidémie parce que c'était localisé finalement sur la région des Bouches-du-Rhône actuelle et partie du sud de la France. Elle a duré un an environ, la précédente ayant duré 3 ans. Et puis, il y a eu une épidémie de choléra. Il y a eu une épidémie de choléra en 1832 à Paris. Alors, le choléra, c'est aussi, a pour origine également une bactérie, hein. Plus récemment, alors je reprends les dates parce que je me suis trompé, c'est 1348, la première pandémie et épidémie qu'on a connue en France, la peste, première épidémie à la peste, 1720 à Marseille, 1832 le choléra à Paris, 1918 ensuite la fameuse grippe espagnole. Alors là, c'est une pandémie pour le coup dont l'origine est virale, hein, le virus influenza. Le virus de la grippe, c'est le virus influenza, ce qui n'est pas le virus qu'on subit aujourd'hui. Alors, ensuite, il y a eu une pandémie qui est presque passée quasiment inaperçue en France. J'avais la chance d'être vivant à l'époque déjà. C'était en 1970. Il y a eu une grippe, hein, la grippe de Hong Kong, qui a fait beaucoup de morts. Mais alors, c'est passé totalement inaperçu. Et d'ailleurs, je me souviens, à l'époque, on allait à l'école normalement, il n'y a eu aucun problème. Personne n'en a vraiment parlé et pourtant, ça fait beaucoup de morts. Donc, ce serait intéressant de reprendre le nombre de morts qui était dû à la grippe, à cette grippe de Hong Kong, et le nombre de morts actuels en France du fait du coronavirus. Je pense qu'il faut également évoquer le problème du sida. Hein, le sida, c'est les années 80. Ici, en France, les premières personnes atteintes du sida, on les a vues arriver dans les hôpitaux. Moi, je venais juste d'avoir mon internat à l'époque. C'était en 86. Et pour information, que je sache, il n'y a toujours pas de vaccin, hein, pour combattre le sida. Et finalement, on a utilisé en quelque sorte des mesures barrières. Je parlais du préservatif, et puis on a pris des précautions. Finalement, le sida, le virus du sida circule toujours et on vit avec, me semble-t-il. Et pas si mal que ça en fin de compte. Et puis, 2020, le coronavirus. Alors, le coronavirus, c'est un autre virus. C'est un virus qui s'attaque, si vous voulez, aux voies aériennes supérieures également et tout le système respiratoire, qui est un virus qui
surtout être dangereux pour les personnes qui ont d'autres pathologies, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, les virus sont dangereux quand on a d'autres pathologies associées, ou quand on est une personne âgée ou voire très âgée. Bon, moi qui me promène beaucoup en unité Covid, hein, actuellement, la plupart des personnes que je vois qui sont hospitalisées, en effet, ce sont des personnes qui ont entre, je dirais, 50, 65 ans, 70 ans, mais qui souvent ont d'autres problèmes sur le plan médical, des problèmes cardiaques, du diabète, des maladies chroniques, autres, cancers, etc. Donc des gens qui sont fragilisés, qui ont un système immunitaire qui est fragile, et c'est ces personnes-là pour lesquelles le problème peut devenir extrêmement grave. Alors, le problème, si vous voulez, c'est parce qu'il faut bien comprendre la logique de tout ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, pour ces personnes qui sont atteintes par le coronavirus, parce qu'après tout, chez des personnes plus jeunes qui n'ont aucune pathologie particulière, on peut choper le coronavirus et puis finalement, on est un peu fatigué pendant une semaine, 15 jours. C'est sans trop, il n'y a pas trop de conséquences. Mais pour ces personnes qui sont fragiles, il peut y avoir des complications extrêmement graves. Donc, le problème, c'est que pour ces personnes, il faut prévoir de la réanimation, des services de réanimation. Sachant que, alors, éventuellement des services d'urgence, mais surtout de la réanimation, c'est-à-dire pouvoir effectivement soigner ces personnes avec des techniques de pointe, respirateurs, etc., un personnel soignant très important. Et malheureusement, la France, comme d'autres pays, nos places de réanimation ne sont pas suffisamment nombreuses. Et il faut dire que, je le dis en tant que praticien hospitalier, l'hôpital public, sur 20 à 30 ans, a perdu énormément de lits d'hospitalisation, ça c'est une chose. Et moi, comme psychiatre, c'est un vrai souci parce que, par exemple, là, en début de semaine, vous voyez, j'étais d'astreinte la semaine dernière et puis cette semaine aussi. En début de semaine, je n'avais à disposition aucun lit d'hospitalisation pour des patients psychiatriques pour lesquels une hospitalisation est nécessaire. Alors, c'est peut-être abstrait, l'hospitalisation en psychiatrie, mais je vais vous donner un exemple qui date d'hier, où on a reçu une personne qui est arrivée de Belgique en voyage pathologique, quelqu'un qui a été interpellé par la police parce qu'il agressait des femmes, des passantes sur la voie publique. Et ce monsieur est un schizophrène, paranoïde, avec des troubles du comportement, des délirants, hallucinés, donc extrêmement dangereux. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas laisser cette personne comme ça déambuler très longtemps et qu'on est obligé de prévoir une chambre d'isolement, etc. Et ce qui s'ensuit. Mais si moi, dès le début de mon astreinte, je n'ai absolument aucune possibilité d'hospitalisation, forcément, ça pose un problème. Bon. Et ça, c'est notre quotidien depuis plusieurs mois déjà. Hein. C'est notre quotidien depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on jongle avec des patients qui ne sont pas forcément stabilisés, éventuellement qu'on les fasse ressortir, moyennement stabilisés, pour pouvoir en faire rentrer d'autres. Hein. Bon, donc ça, je parle de la psychiatrie. Pour la réanimation, c'est la même chose. Il y a peu de place en réa. Et donc, c'est pour cela et c'est à cause de cela, de ce goulet d'étranglement, qu'on se retrouve avec du confinement. Je veux dire par là que si on avait suffisamment de places de réanimation, eh bien, on pourrait éviter un confinement. Hein, parce qu'en fait, que le virus circule en soi, c'est pas forcément si dramatique que ça. Le problème, c'est qu'il circule et puis il atteint un certain nombre de personnes qui, quand elles sont atteintes, doivent aller en réanimation. Et à ce moment-là, les personnes qui sont hospitalisées en réanimation, c'est 1 mois, voire 1 mois à 2 mois de réanimation. C'est-à-dire que ça bloque
si vous voulez, ça bloque des lits pendant très longtemps. C'est ça la vraie difficulté. Alors que c'est vrai à Thonon-les-Bains, c'est vrai aux Hospices civils de Lyon, c'est le même problème. Partout, c'est ce problème de lits en réanimation. Voilà. Et vous voyez que vous pourriez penser que finalement c'est un problème qui pourrait être réglé assez facilement, parce qu'au vu des milliards qu'on dépense là, tous les jours là, actuellement, à la limite, on pourrait peut-être investir dans des unités de réanimation. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi ça bloque, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est la raison pour laquelle eh bien, on va amorcer un 3e confinement. Voilà. Alors, le virus, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un virus? Si vous voulez, c'est un micro-organisme. C'est un micro-organisme, si vous voulez, alors, il y a toute une discussion pour savoir si on peut considérer que c'est un organisme vivant ou pas vivant. Bon, ça frise presque la philosophie, mais c'est un micro-organisme qui est composé d'un brin d'ARN ou d'ADN avec une enveloppe de temps en temps, une enveloppe de protéines. Voilà. Dont il peut parfois se débarrasser quand justement il va pénétrer d'autres cellules. Ce micro-organisme ne peut survivre que s'il infecte, que s'il trouve des cellules qui va contaminer, dans lesquelles il va pénétrer et qui va détourner à son profit. Et le but du virus, c'est de se reproduire. D'ailleurs, le but de tout micro-organisme, finalement, c'est de se reproduire. Notre existence, quelle est finalement la raison de notre existence? A priori, c'est la reproduction. Bon, point d'interrogation. Pour Homo sapiens sapiens, c'est pas forcément complètement évident, mais en tout cas, voilà, au départ, on est fait pour ça. Donc, il faut forcément qu'il contamine une cellule, dont il détourne finalement la fonction, et à partir de là, il va pouvoir proliférer. Et le terme de virus, en fait, en latin, ça vient de venin. Les anciens considéraient que finalement, ces organismes avaient un venin et arrivaient à empoisonner un organisme. Le virus, c'est un micro-organisme et qui est beaucoup plus petit, que la bactérie. Donc, pour traiter, si vous voulez, pour arriver à combattre ce virus, il y a plusieurs solutions. Il y a, premièrement, essayer de faire de la prévention, c'est-à-dire éviter de prendre le virus, éviter d'être contaminé par le virus. Et c'est tout l'objectif de ces gestes barrières, de ces masques qu'on nous impose, qu'on nous conseille, qu'on nous impose maintenant. C'est tout l'objectif, c'est pour ça qu'on utilise du gel hydroalcoolique et c'est pour ça qu'on prône la distanciation physique. J'insiste bien sur physique parce que malheureusement, dès le départ, de mon point de vue, il y a une erreur, à mon avis, assez grave, c'est d'avoir mis en avant la distanciation sociale. Enfin, je reviendrai là-dessus, une partie de mon exposé. Distanciation physique, donc voilà, ça c'est des mesures préventives. Donc on essaie d'éviter d'être contaminé par le virus. Bon, ensuite, ça c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est essayer de corriger les effets néfastes qu'a occasionné le virus dans l'organisme. Donc c'est toutes les complications qui sont liées à l'infection. Et c'est ce qu'on propose aux patients quand ils viennent en réanimation. Parce que les patients qui sont hospitalisés sont des personnes qui ont des troubles respiratoires importants. Alors si j'ai des personnes déjà qui avaient une capacité respiratoire qui était diminuée, ça a forcément posé un problème, les gens vont se retrouver en insuffisance respiratoire. Il faut savoir aussi que ce virus entraîne des troubles, ce qu'on appelle les troubles thromboemboliques, et beaucoup de personnes qui sont hospitalisées font des embolies pulmonaires. Donc les personnes sont placées sous anticoagulants pour éviter de faire des embolies pulmonaires qui peuvent être absolument fatales.
Et puis, ça peut déséquilibrer, déstabiliser une autre pathologie. Par exemple, si vous avez une problématique cardiovasculaire, vous avez des infarctus, etc., vous avez votre corona, ben, ça peut précipiter les choses et à nouveau conduire à un nouvel infarctus ou à un accident vasculaire cérébral. Vous voyez, ça peut avoir... C'est les complications hein, qu'on traite. De la manière qu'aujourd'hui, pour le sida, c'est exactement la même stratégie qu'on a utilisée. Hein. Prévention, gestion, essayer de régler les complications induites par cette contamination. Et puis, alors là, ce qui est quand même intéressant par rapport au sida, c'est qu'on a des vaccins. Pour le sida, encore une fois, il n'y a pas de vaccin. Donc, alors, à quoi servent le vaccin? Les vaccins, ils ont pour rôle de susciter la création d'anticorps hein, de l'organisme de la personne qui va combattre directement le virus. C'est ça à quoi sert le vaccin. C'est pour ça qu'une partie de la stratégie gouvernementale était basée sur la vaccination du public. Parce qu'à partir du moment où, effectivement, bon, déjà à titre individuel, vous sécrétez des anticorps, eh bien, vous allez pouvoir affronter le virus. En tout cas, vous ne pouvez pas empêcher qu'il vous infecte, mais vous allez empêcher le virus d'abîmer votre organisme. Et puis, on considère que si un certain pourcentage de la population est vaccinée, eh bien, en fait, ça crée une immunité collective. Alors, si 60% de la c'est à peu près ça, 60% de la population est vaccinée, eh bien, finalement, bah, vous allez protéger l'ensemble de la population. C'est ça l'objectif qui est attendu de cette vaccination collective. Alors, 60. 60-70%. On n'a pas besoin de vacciner toute la population, mais il faut qu'une bonne partie de la population soit vaccinée. Alors, donc, en fait, c'est les trois axes qui sont recherchés. C'est la stratégie qui est déployée. D'ailleurs, c'est toujours la même stratégie qui est déployée sur le plan médical. Alors, pour revenir sur mon petit laïus sur les virus, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le premier virus pathogène pour les hommes a été découvert en 1900, enfin entre 1900 et 1902, c'est le virus de la fièvre jaune. Et le premier virus qui a été détecté pathogène pour les animaux, c'est le virus de la fièvre afteuse. Ça dit quelque chose dans les années 1890. Hein. Donc ça, c'est tout les efforts et les réussites de Pasteur et puis de tous les scientifiques de l'époque. Voilà, donc c'est un peu dommage d'ailleurs, c'est que Pasteur n'est pas en mesure aujourd'hui de sortir un vaccin, manifestement pour lutter contre le coronavirus, hein, qu'on est soumis aux vaccins américains, britanniques. C'est quand même un peu... c'est assez pathétique. Donc voilà, alors la stratégie du gouvernement, s'appuie sur ces trois axes. Maintenant, on peut discuter effectivement de la qualité, de la pertinence, de la réalisation des trois axes sur le vaccin. Bon, ben, vous voyez où on en est. Finalement, je crois qu'il y a aujourd'hui à peu près un peu plus d'un million de personnes qui sont vaccinées. Sur 66 millions, on n'est pas du tout au taux qui est nécessaire, qui est suffisant pour qu'une population soit réellement soit vaccinée et soit en mesure de pouvoir combattre valablement le virus. Concernant les complications, effets pathogènes, etc. du virus, il y a le problème de réanimation. C'est ce qui explique qu'on soit dans cette panade. Et pour ce qui est de la prévention, bon, elle est sûrement beaucoup plus efficace qu'il y a un an. Maintenant, on vient en discuter de la qualité des masques aussi. Le masque en tissu serait plus efficace. Voilà. Alors, si j'oubliais quand même un élément, c'est qu'un virus, ça mute. Un virus, ça mute, mais nous aussi, on mute. Hein, parce que l'espèce humaine, elle a muté. Je dirais que Homo sapiens sapiens, c'est notre espèce actuelle. Précédemment, il y avait d'autres
des espèces qui étaient peut-être moins élaborées au niveau de l'être humain. Et pourquoi ça mute? Parce qu'il s'adapte en fonction effectivement du terrain. De la même manière que c'est vrai pour les virus, c'est vrai pour les bactéries, c'est vrai pour les autres parasites. Si on s'intéresse, par exemple, j'allais dire à la malaria, tout ce qui est, oui, malaria, tout ce qui est ce type de parasites, effectivement, le paludisme, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de combattre le paludisme qu'il y a 20 ans. Les produits sont beaucoup plus toxiques parce que le parasite a muté, il s'est adapté. C'est comme les rats. Hein. Les rats, autrefois, on peut les tuer avec tel toxique. Et maintenant, ça a sélectionné une population plus résistante. Voilà. Et puis nous aussi, finalement, on s'adapte, etc. Donc le virus, il varie. Et donc, il cherche des... Enfin, il cherche. Il n'y a pas d'intelligence. Hein. Enfin, oui, en tout cas, il y a une... Il y a une dynamique au niveau de ce virus. Il cherche à être le plus performant possible. Donc, il y a toujours des variations au niveau viral. Voilà ce que je pouvais dire sans être dans la polémique par rapport à cette stratégie gouvernementale, d'ailleurs qui est la même stratégie qui est mise en place dans les autres pays, peu ou prou, sachant que tout de même, ça c'est la vision médicale. Maintenant il y a une dimension politique. En France, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que on est en 2020, et en 2021, je veux dire, on n'est plus en 1970 et que les choses ont beaucoup changé sur le plan de la société, que le principe de précaution maintenant est inscrit dans la Constitution et que les gens n'acceptent absolument plus, si vous voulez, n'acceptent plus du tout la mort. Hein. Ce qui est normal, hein. C'est pas forcément très, très intéressant de mourir, mais c'est quelque chose qui est pas du tout accepté. Premier point. Deuxième point, au niveau de la communication, maintenant il y a une communication qui fait que tout ce qu'on fait au quotidien maintenant est quasiment transparent. On est filmé partout, on est photographié partout, etc. Donc l'information, c'est comme le virus, elle circule très très rapidement. Et ce que l'État pouvait plus ou moins dissimuler ou essayer de banaliser, c'est très très compliqué aujourd'hui parce qu'on est tous connectés, l'information circule extrêmement vite. Et je pense que ce virus aussi, il est d'autant plus nocif qu'on est dans une société très particulière parce qu'il y a la dimension infectieuse, mais finalement la dimension infectieuse, si on y réfléchit bien, elle n'est pas plus terrible qu'en 1970 ou qu'en 1918. Si on dit citoyen, elle est très différente. C'est-à-dire que ce qui était accepté en 1970 ou en 1918, ça l'est plus du tout aujourd'hui. Le principe des précautions, il est là, il existe, il atteint tous les secteurs d'activité. Il y a 2-3 ans, j'avais été assez surpris parce que je discutais avec un colonel ou un général qui dirige la base militaire là, à côté, Ariane, et il me disait c'est très compliqué maintenant parce que chaque fois que maintenant un soldat militaire a un accident, la famille porte plainte. Quand il y a un décès, parce qu'a priori, si je m'engage dans l'armée, moi j'ai une vision quand même peut-être un peu vintage, je m'engage dans l'armée, je risque d'être tué au combat. Je ne sais pas, ça fait partie du truc. Hein, ou en tout cas, j'ai un métier à risque, je risque d'avoir un accident, etc. Eh bien, aujourd'hui, au niveau de l'armée, ils en sont presque au risque zéro. Il faut pas qu'il y ait de morts, il ne faut pas qu'il y ait de blessés. Et ça c'est quand même... on est quand même dans quelque chose de sûrement
quelque part, oui, c'est bien, mais ça laisse un peu perplexe quand on sait qu'en 1914, au 15, la bataille oui, sur le chemin des Dames, il y avait à peu près 15 000 personnes qui mouraient par jour au niveau de l'armée française. 15 000 personnes. Il y a un blessé sur une base aérienne aujourd'hui. Ça va déboucher sur un procès, une mise en cause où on va peut-être dire à l'officier, mais vous avez, comment dirais-je, une mise en danger d'autrui. Bon, c'est très compliqué. Et puis pour les médecins, c'est compliqué. Moi, je veux dire que le métier que je fais aujourd'hui, c'est plus du tout le métier que j'ai appris parce que finalement, il faut toujours réfléchir à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire, etc. Parce que aujourd'hui, y compris quand vous faites un entretien avec une personne, vous pouvez être filmé. Vous pouvez être filmé, puis votre entretien part sur YouTube. C'est arrivé à certains de mes collègues, et puis voilà, vous êtes voué aux gémonies. Donc, donc du coup, les risques, on ne les prend pas de la même manière, comme le chirurgien ne prend pas les mêmes risques, etc. Alors, il y a un côté positif, il y a un côté aussi négatif. Le côté négatif, voilà, on le subit, parce que je pense aussi que les dirigeants politiques, administratifs, ils ont très peur de pouvoir être mis en cause ensuite en disant vous avez autorisé, vous n'avez pas fermé les magasins, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, donc vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, donc il y a une mise en danger d'autrui, c'est pour ça que ma mère est morte. Voilà. Et puis même si à l'arrivée, si vous voulez, comme très souvent la montagne va accoucher d'une souris, la sanction ne sera pas très importante, n'empêche que vous aurez été mis en cause pendant 4 ou 5 ans. Et traîner un procès pendant 4 ou 5 ans, psychologiquement, c'est très difficile. Pour un responsable, pour tout un chacun, j'espère que les uns et les autres, vous n'aurez pas affaire à une procédure du divorce ou de garde d'enfants. Ça m'est arrivé, c'est 2 à 3 ans de discussion, c'est jamais agréable, ça coûte cher. Parce qu'un avocat, ça coûte très cher. Il y a la danseuse du Crazy Horse au niveau des tarifs, et puis ensuite il y a l'avocat. Donc, je dis ça, je rigole. Mais voilà, ça coûte très cher. Et vous avez bien vu qu'après le premier confinement, Édouard Philippe et puis Olivier Véran se sont retrouvés perquisitionnés, etc. On a commencé à leur demander des comptes. Et tout ça, ça explique cette situation. C'est-à-dire que quelque part, à la limite, on sera en 1970, le coronavirus, on n'aurait pas du tout été, confiné ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est confiné. Alors, sur le plan historique, c'est ça aussi qui est important. Je ne sais pas si j'ai fait passer un article là, qui à mon sens est très éclairant. D'un professeur de l'école de hautes études en sciences sociales à Paris qui s'appelle Georges Vigarello. C'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il a beaucoup travaillé sur le corps. Il a même fait des bouquins sur les poils, sur la barbe, etc. Parce que finalement, aujourd'hui, les coiffures, aujourd'hui, on a une forme de coiffure, des formes de barbe. Ça, finalement, c'est assez caractéristique d'une époque. Bref. Donc, ce que dit Vigarello, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la France, et sans doute au niveau européen, dans les autres pays, que les gens sont confinés de manière totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Même du temps de la peste, les gens sortaient de chez eux. C'est la première fois dans notre histoire humaine qu'on est astreint à rester chez soi. C'est la première fois qu'on est obligé de faire des attestations pour sortir. Il y a peut-être une fois, sous Napoléon, on a demandé aux citoyens de faire des attestations. Mais voilà, donc même sous le régime de Vichy, pendant la période d'occupation, on n'a pas eu d'attestation à faire. Donc c'est quand même assez inédit. C'est en tout cas la première fois que ça bouleverse tous nos rites sociaux, mariage, enterrement.
par exemple. Et là aussi, moi je pense que la façon dont on a été géré, notamment en première partie de pandémie, l'enterrement des personnes qui étaient décédées a priori du coronavirus, à mon avis, a été absolument désastreuse, notamment dans les EHPAD, parce que la plupart des familles n'ont pas pu voir le corps de leur défunt. C'est-à-dire que dès que la personne est décédée, on l'a vite mis dans sa housse plastique, et hop, on l'a mis dans le cercueil, et l'enterrement a été complètement bâclé. Donc moi j'ai une patiente en particulier, là, que j'ai vue ce matin. Cette dame, elle a perdu son père en EHPAD. Elle n'a jamais pu revoir son père, parce que c'était au moment où en mars on ne pouvait pas aller visiter ses parents. Donc elle n'a jamais revu son père. Et l'enterrement a été bâclé, voilà, ils ont pu faire leur enterrement que 2 ou 3 personnes. Et ça, psychologiquement, c'est terrible, parce qu'il y a des rites de deuil, il y a des rites qui sont très importants. S'il y a des rites, c'est pas pour rien. C'est parce que, effectivement, la séparation d'une personne qui nous est chère, qui nous est proche, c'est jamais évident, c'est toujours très compliqué, c'est très traumatisant. Hein. D'ailleurs, faire son deuil, c'est arriver à accepter que l'autre ne soit plus là. Hein. Et c'est pour ça que c'est entouré de rites. Dans chaque culture, il y a des rituels. Je pense notamment à ce qui s'est passé. Moi, au départ, je suis d'origine franco-camerounaise. Hein. Il y a un artiste comme ça qui s'appelle Manu Dibango qui est mort du Covid. Il n'a jamais pu être rapatrié, enfin son corps en tout cas. Peut-être qu'il a pu être incinéré, puis ensuite on peut faire circuler les cendres, hein, ça, il n'y a pas trop de problème. Mais donc il n'a pas du tout pu avoir le rituel habituel. Et ça a été très traumatisant pour la famille. Mais ces rituels, ils ne sont pas là, c'est pas simplement que de l'exotisme, c'est parce que ça nous permet d'arriver à vivre malgré la disparition de son proche. Si ça n'existe plus, ça va forcément, à un moment donné, générer des troubles psychiques importants. Voilà. J'ai même une autre situation où il y avait 2 personnes qui étaient dans un EHPAD, le mari et la femme. Le mari est mort, et ben la femme qui était dans la chambre à côté, ils ont été séparés. Donc, quand le mari est tombé malade du fait du Covid, son épouse n'a pas pu revoir son mari. Il est mort, il a été embarqué dans sa housse plastique et puis elle n'a jamais pu le revoir. Donc, pour elle, ça a été désastreux. Puis elle est décédée quelques temps plus tard. Oui, elle est morte de tristesse en quelque sorte. Hein, parce que dans les décès des EHPAD, il n'y a pas que les gens qui meurent du Covid. Il y a tout ce qu'on appelle les syndromes de glissement. C'est-à-dire que quand on est très âgé, on est beaucoup plus fragile. Et il ne faut pas grand-chose pour qu'on glisse et qu'à un moment donné, les gens se laissent aller, ne s'alimentent plus, ne s'hydratent plus, ne boivent plus, et ils se laissent mourir comme ça. Donc dans les décès liés au niveau des EHPAD, je pense que, parce qu'évidemment, on ne va pas faire d'autopsie et de prélèvement sur des patients, hein, une personne très âgée. Faire une autopsie, c'est très cher. Hein. Donc, on ne va sûrement pas faire une autopsie et on ne va sûrement pas faire des prélèvements. On considère que la personne est morte du Covid et puis voilà. Bon. C'est comme ça que ça se passe. J'ai un ami là, qui travaille au pont funèbre de Lyon qui m'expliquait qu'effectivement, sous couvert de Covid, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans les EHPAD de syndrome de glissement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là sur la première partie. C'est clair ou... Oui. J'ai une question, juste par rapport à ce dernier point là, des gens qui glissent. Est-ce que l'État, en quelque sorte, n'est pas rémunéré par l'OMS pour un mort Covid? J'ai entendu parler de ça. Et je sais pas si c'est même bénéfique pour l'État qu'une personne soit enregistrée morte Covid, parce qu'elle sera rémunérée. Alors, il y a des tas de choses qui sont... Alors, si vous voulez, le problème, moi, je vous réponds, je ne sais pas. Je ne sais pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le Covid, la gestion du Covid, toutes les angoisses et incertitudes que ça provoque dans la population, toutes les incompréhensions, parce que parfois, il y a des décisions qui ne sont pas logiques, des décisions qui ne sont pas logiques, hein,
ça nourrit certains fantasmes aussi. Et, alors, il y a des choses qui sont peut-être vraies, je ne sais pas. Même si sur certains points j'ai mon idée, je ne le dirai pas en tout cas. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça questionne sur la manière dont les choses ont été gérées. Il y a une quinzaine de jours, j'ai vu à la télé, il y a un metteur en scène, alors c'est quelqu'un de connu, donc il a pu s'exprimer, qui est décédé, et qui a pris le Covid à l'hôpital. Il était rentré pour un problème cardiaque, il a été infecté par le Covid à l'hôpital, il est mort, et la famille n'a quasiment pas pu le voir. Donc ça, c'est une maltraitance, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse corriger. Moi, quand j'étais responsable des cellules d'urgence médico-psychologique en Guyane, on m'a demandé de créer une structure, une cellule pour prendre en charge les personnes qui disjonctaient psychologiquement. Je peux vous garantir que ça a été, comment dire, on a créé des usines à gaz. On a créé des usines à gaz. Sur le papier, c'était très bien. En réalité, ça ne fonctionnait pas. Et par rapport à la situation guyanaise, je pense qu'on peut en dire beaucoup de choses, puisque le gouvernement prend appui sur ce qui s'est passé en Guyane, notamment par rapport au couvre-feu, parce qu'il faut savoir que les Guyanais, ça fait quand même quasiment 10 mois qui sont en confinement, couvre-feu permanent. Moi, cet été, on était évidemment, on avait couvre-feu, je dis évidemment, oui, on avait couvre-feu à partir c'est quoi, c'est 19h jusqu'à 6h du matin, et le week-end de 13h le samedi, pardon, jusqu'à 6h le lundi. Et ça pendant 3 mois. Avec le confinement, on est confiné comme en métropole. Donc ça, alors là, en Guyane, ça pose un problème parce que c'est la période du carnaval. Le carnaval, c'est très important. C'est une dimension sacrée, religieuse. Eh bien, on les a confinés. Donc, le gouvernement cite cet exemple-là. Je pense qu'il devrait citer l'exemple jusqu'au bout parce que ça se passe pas très très bien en réalité. Oui. J'ai une question sur. Tout à l'heure, vous avez parlé de la défiance des Français. Vous avez parlé de la susceptibilité de cette génération-là vis-à-vis de ce sujet. Je me demande si, quand on voit les sondages, on voit par exemple que quasiment la moitié de la population n'a pas confiance au vaccin. Et que, on sait aujourd'hui, vous l'avez dit, il faut 60% pour que l'ensemble de la population soit immunisée. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes qui parlent sont sur les chaînes de télévision. Spécialistes, chacun son avis, ils passent sur les chaînes télévision. Et souvent, le public, il y a un autre public qui est plus sur les réseaux. Et sur les réseaux, il y a plusieurs types d'informations. Maintenant, il y a tout le monde qui peut avoir la parole, des pseudo-spécialistes et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment quoi penser. Et la plupart du temps, ils suivent leur modèle. Si leur modèle dit le vaccin c'est bien, je vais me vacciner, ils acceptent. Et si leur modèle dit non, je ne me vaccine pas parce que il y a une secte derrière le vaccin qui fait qu'ils le suivent. Donc je me demande si la stratégie de l'État, si l'État ne pourrait pas changer de stratégie et aussi aller par exemple sur les réseaux modernes pour essayer de convaincre les gens, parce que après tout, ça sera à chacun d'aller se vacciner. On ne pourra pas passer pour ça. Oui. Alors, j'ai dit qu'il y avait une défiance, j'avais une défiance vis-à-vis du vaccin. Vous parlez de la susceptibilité. Ah oui, susceptibilité.
Oui, pas dans le sens que... Bon, enfin oui, enfin, bon, cela étant, il y a une défiance effectivement d'une partie de la population par rapport au vaccin. Au passage, moi je me suis fait vacciner il y a 15 jours. Ça va, je suis vivant, je supporte pas mal, ça s'est bien passé, c'est sympa, c'est sympa. Je sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, je suis vacciné. Je suis vacciné parce que pour un hospitalier, et je suis constamment dans les services Covid. C'est vrai que c'est un peu curieux de ne pas être vacciné en allant. C'était pas une position tenable. Alors je dis bon, après tout, j'ai des tas de vaccins par le passé, ça devrait y aller. Mais j'en sais pas plus que ça, hein. Si ce n'est que c'est un vaccin particulier parce que c'est un vaccin ARN messager, c'est-à-dire qu'il y a un brin d'ARN qui va se glisser dans votre génome pour essayer de faire sécréter des anticorps. Bon, bah, très bien, si ça fonctionne. Hein, après tout, la médecine, c'est ça. Hein. La médecine, on n'a pas de baguette magique, hein, c'est ce que je dis aux patients. Moi, je ne suis pas comme Harry Potter, ni Merlin l'Enchanteur. Dans mon package, je n'ai pas de baguette magique. Hein, donc, je fais avec les outils dont je dispose. Hein. Si ça fonctionne, c'est parfait. Si ça ne fonctionne pas, ben voilà. C'est comme ça que raisonne le médecin. Hein. Le médecin, c'est un théoricien, ok, mais c'est surtout un praticien. Alors, pour revenir à ce que vous dites là, notamment par rapport au conseil scientifique, pour lequel je suis très circonspect à titre personnel, parce que d'abord, je connais certains, je vais être gentil, j'en connais certains, puisque j'ai fait mes études avec certains. Je ne suis pas certain que justement que ce soit, qu'il soit ou qu'elle soit une lumière. Enfin bon, bref. Donc il se retrouve ou elle se retrouve dans ce conseil scientifique. Je note, hein, c'est ce que je ne sais pas si on vous a passé là. Je suis intervenu sur Marianne il y a une dizaine de jours. Que dans ce conseil scientifique, il n'y a aucun psychologue, aucun psychiatre. Ça n'a pas du tout été pris en considération. C'est tout à fait étonnant. En revanche, on a, je pense que vous l'avez tous vécu, moi je suis dans l'overdose. Là, je fais une réaction allergique. Hein, si vous regardez Bourdin, Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, ça fait 1 mois qu'il invite toujours les mêmes personnes. Hein. Alors ça, bon, que ce soit les Pialou, les Lacombe et tous les gens que je ne connaissais pas du tout, voilà. On les voit matin, midi et soir sur toutes les chaînes d'infos, comment dire, les radios, etc. Alors, je vais faire le porte-parole de la plupart de mes confrères. Et d'abord, ils ne nous représentent pas. Ils ne représentent pas le corps médical. Hein. Soyez rassurés. Ils ne représentent pas le corps médical. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Et ce sont des personnes... C'est le petit milieu parisien. Moi, j'ai fini mes études... Je suis lyonnais pourtant. Hein. J'ai voulu finir mes études à Paris. J'étais à Cochin. J'ai fait 1 an à Cochin. Bah, à Cochin, alors là, c'est la médecine politique. Parce que les politiques et les dirigeants vont se faire soigner à Cochin ou à la Salpêtrière, c'est 500 mètres, 800 mètres plus bas. Voilà, donc c'est le petit milieu parisien. C'est l'entre-soi. Hein. On se retrouve dans les dîners mondains, on se retrouve, etc. On s'invite. Et c'est dramatique parce que ça a une influence. Parce que c'est ces personnes-là qui vont conseiller ensuite les ministres, les présidents. Parce que vous êtes lyonnais, on ne va pas vous inviter. Moi, un jour, on m'a invité à BFM TV. On m'a dit, ben, vous êtes où? Ben, je dis, je suis à Lyon. Ah, me dit, non, non, ben, c'est pas... Non. Donc, ils ont pris un Parisien. Ben oui, parce que s'il faut intervenir sur un plateau, même si vous avez des choses intéressantes à dire, ils préfèrent prendre un Parisien, parce que c'est beaucoup plus simple que prendre un Lyonnais ou quelqu'un de Marseille, etc. Évidemment, c'est comme ça que ça se joue, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est parce qu'eux, ils sont très pressés, il faut des gens qui les sous la main. Donc finalement, il y a une espèce d'effet complètement pervers. Et en fait, on est dans une espèce de vision en tunnel. C'est-à-dire, au départ, il y a une réflexion d'un groupe, toujours le même, et il tourne en rond. Parce que sur la stratégie qui est mise en œuvre, on verra bien. Hein. Peut-être qu'au 3e confinement, ça y est, ça va bien marcher. Moi, je l'espère, parce que c'est pas, on va se refarcer un 3e confinement. C'est très désagréable.
j'espère que ça a fonctionné. Si ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faut quand même à ce moment-là se poser des questions sur la stratégie. Parce que de mon point de vue, et du point de vue d'un tout un tas de personnes, ce matin j'étais avec les soignantes, les gens de mon équipe, personne ne comprend la stratégie aujourd'hui, hein, sur le plan médical. Hein. Parce que ce virus, il va peut-être encore là 1, 2, 3, 4 ans. Est-ce qu'on va se taper 10 confinements? Non mais je pose la question. Bon, si M. Delfrécy, qui est un homme très élégant, nous explique que oui, moi j'attendais de lui dire que arrêtez quoi, stop, il y a un souci quand même. Hein, et puis c'est au détriment aussi, au niveau médical, on a l'impression qu'il n'y a plus que des virologues, il n'y a plus que des réanimateurs, des épidémiologistes. J'ai vu un type là l'autre jour sur des chaînes, hein, on voit partout, on s'appelle Jean-Nicolas Dersin, je crois. C'est quelqu'un qui est au CNRS et qui modélise la stratégie. Oui, c'est très compliqué déjà de comprendre ce qu'il fait. Hein. Il modélise la stratégie pour appréhender l'épidémie. Et ce monsieur, qui par ailleurs est certainement quelqu'un de très très intelligent, et comme quoi on peut être très intelligent et ne pas faire preuve d'intelligence, de mon point de vue. C'est lui qui a conçu le fait qu'il faut, c'est lui qui est à l'origine finalement, lui est partie de ses équipes, de la notion de distanciation sociale. C'est-à-dire qu'en réalité, quand ils mettent un couvre-feu à 18h, c'est tout à fait pensé, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on ne se rencontre plus. On n'a plus l'occasion de se rencontrer. Et moi, à titre personnel, je me suis aperçu que depuis 1 an, pourtant je pensais être quelqu'un d'assez sociable, de temps en temps sympa, je veux dire que depuis 1 an, je n'ai pas rencontré, hormis l'espace professionnel, hein, je n'ai pas rencontré de personnes nouvelles. En fait, je fonctionne sur mon capital social qui s'effrite, qui s'émiette, qui s'effiloche, parce qu'on ne peut pas voir tout le monde, donc on ne peut pas passer son temps au téléphone. Hein. D'ailleurs, la traduction, elle est assez étonnante, c'est que pour les vœux de cette année, alors que d'habitude, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi d'habitude, en général, j'avais des tas de vœux, j'étais très content. Dès le 31 ou le 1er à 0h01, j'avais des tas de messages. Là, je n'ai eu que très peu de messages. Alors j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors je pose la question à d'autres personnes, ils m'ont dit, mais c'est exactement la même, on a subi le même phénomène, les gens n'ont pas pris la peine, ou n'ont pas envie, ou c'est pas, de formuler des vœux. Vous voyez, il y a un truc qui s'est passé. Parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis blacklisté? On m'en veut? Non, mais bon, voilà. Donc ça a été modélisé. Comment arriver à créer de la distanciation sociale? En mettant le couvre-feu à 18h, vous créez de la distanciation sociale, forcément. Hier soir, moi j'étais à l'hôpital, je suis sorti à 17h10, j'ai couru à Carrefour pour essayer de récupérer 2-3 trucs. Voilà, enfin, en plus des courses incomplètes. Ensuite, ça c'est la semaine. Heureusement qu'il y a Carrefour, parce que et qu'il y a Carrefour à la Pardieu, parce que c'est là où ça m'a permis de revoir 1 ou 2 personnes que je n'avais pas vues depuis quelques années. Comme il n'y a plus de bar, comme il n'y a plus rien. Bon. Mais ça a été pensé. Et ça me semble dramatique, d'un point de vue psychiatrique. Hein. Parce que là, je glissais sur le volet psychiatrique. Donc, je suis d'accord avec vous, effectivement. Aujourd'hui, l'information sur les réseaux sociaux, elle est très largement, elle est au moins aussi importante que les autres canaux de diffusion. Et je vois mes gamins qui sont de bons adolescents. Je ne suis pas certain de toujours comprendre exactement dans quel monde ils se trouvent. Mais ils peuvent passer une journée accrochés à leur téléphone. Hein. Ils n'ont même plus besoin de l'ordinateur, ils n'ont même plus besoin de la télévision. Ils fonctionnent sur leur smartphone, évidemment des iPhones, parce que sinon c'est pas bien. Bon, enfin bon, bref. Alors le jour où je discutais avec ma fille, puis je me dis mais c'est quand même curieux parce qu'on est là autour de la table et vous ne dites rien, vous êtes sur votre téléphone. Alors elle m'a dit mais tu sais, on n'est pas de la même génération. Ce qui t'intéresse, toi, c'est pas ce qui nous intéresse. J'ai dit d'accord. J'étais un peu surpris, mais bon, ça m'a fait un peu réfléchir. Je dis effectivement, ben voilà, c'est la génération actuelle et les réseaux sociaux, eux, leurs informations, ils les prennent sur les réseaux sociaux, pas à la télévision.
Ça, c'est sûr. Hein. Et en termes de communication, vous avez raison, mais je ne pense pas que le gouvernement, quand ils veulent, soit prêt à aller sur les réseaux sociaux, quand ils vont sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique. C'est pas du tout dans la culture gouvernementale, de mon point de vue. Hein. Enfin, si vous connaissez un peu le fonctionnement de l'État, parce que bon, on a l'impression qu'on a affaire à des gens extrêmement intelligents, etc. Moi, j'étais dans un ministère, hein, plusieurs fois. Bon, je vois ce que c'est, comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut rester, comment dire, ça laisse perplexe, parfois, même au niveau des ARS. Hein. Alors, sur le plan on a combien de temps d'ailleurs? Parce que moi je parle. Ah, jusqu'au couvre-feu? D'accord. Oui, alors, sur les problématiques psychologiques, psychiatriques, enfin bon. Déjà, c'est vrai que la psychiatrie, ça fait peur. Hein. Psychiatrie, c'est un terme d'ailleurs que moi j'aime pas du tout. C'est comme au niveau de c'est un terme qui a été créé par les Allemands, psychiatres. C'est un terme allemand, psychiatre. Moi, je préférerais qu'on parle de spécialistes de la souffrance psychologique ou aujourd'hui de la santé mentale. Les personnes qu'on prend en charge ne sont pas forcément des personnes qui ont des troubles psychiatriques avérés, très importants. Ça, évidemment. Bon, alors c'est vrai que la difficulté à ce niveau-là, très souvent, pour nous, c'est de gérer les troubles du comportement, l'agressivité, la violence, etc. Mais bon, ça prend, c'est pas très compliqué. Un patient psychotique, c'est pas finalement très compliqué à prendre en charge. En réalité, c'est pas bon. Ce qui est beaucoup plus compliqué, en revanche, ça fait partie de mes thématiques, c'est tout ce qui est souffrance au travail, notamment. Hein, parce que la souffrance au travail aujourd'hui, c'est une réalité qui est de plus en plus importante. Et pour le coup, le télétravail qui a tendance à se développer, qu'on a institutionnalisé notamment suite au travers et du fait de la crise sanitaire, le télétravail, on va vite s'apercevoir que c'est entre guillemets, un piège absconce, pour ne pas dire autre chose. Pourquoi? Et d'ailleurs, le problème du télétravail rejoint le problème des étudiants, hein, parce que là, si j'ai bien compris, il y avait une personne en présentiel, c'est ça? Je déteste ce terme, hein, il y a toute une terminologie nouvelle qui est apparue grâce au coronavirus, le présentiel, hein, c'est super, le présentiel, il y en a d'autres qui sont derrière leur ordinateur, les pauvres. Parce que, oui, les pauvres, parce que effectivement, j'avais pas réalisé ça. Alors moi, j'ai de la chance, je suis en présentiel en permanence. Je suis en présentiel en permanence. Donc, je vois des gens. Mais je vois des gens, c'est quand même mieux que voir du virtuel. Et les soignants, ils sont là, donc on est là entre nous. Finalement, heureusement, moi, j'aurais pas pu tenir, que ce soit en Guyane, parce qu'à Guyane, c'est très sympa. Sauf quand on est dans son appartement et qu'il fait 30 degrés à l'extérieur et qu'on est le week-end, on a son après-midi Netflix, Prime Video et MyCanal, hein, et qu'on ne peut pas sortir parce qu'on est en confinement. Et puis là, ça continue comme ça. Bon, il y a toute une terminologie nouvelle qui est apparue, le présentiel. Et je pense qu'effectivement, le télétravail, au départ aussi, c'est très bien, parce que je n'ai pas la route à faire, je vais pouvoir m'occuper des enfants, etc. Mais en réalité, il n'y a plus de distinction entre le lieu de travail et chez soi. Et ça c'est un vrai problème. Ensuite, on ne voit plus personne. On ne voit plus personne que sa famille. Donc, on restreint complètement son espace vital. Alors, moi, je pense que ça a des implications déjà importantes et qu'il y a des véritables burn-out de personnes qui sont en télétravail. Pour les étudiants, je n'avais pas réalisé ça. Moi, je me demande comment j'aurais fait si aujourd'hui j'attaquais la première année de médecine et où j'allais me farcir 8 heures ou 7 heures de cours en visio. Mais heureusement, nous, quand j'étais étudiant, qu'on était en présentiel,
qu'on pouvait chanter nos chansons paillardes, rigoler, ricaner, etc. dans les travées, sans quoi ça aurait été insupportable. Et puis après les cours, on avait possibilité de se retrouver à la cafette, etc. Quand j'étais en deuxième, on a fait beaucoup la fête. Alors là, on a l'impression que c'était il y a très longtemps, parce que aller en boîte de nuit aujourd'hui, aller en discothèque, je pense que si vous en parlez au Premier ministre, il tombe à la renverse. Hein, c'est un truc, c'est épouvantable pour lui. Hein. Mais bon, c'est quand même très compliqué. Donc, alors, pour revenir sur la psychiatrie, donc on s'intéresse effectivement à la santé mentale. Ça va aussi bien des pathologies psychiatriques et qu'aux difficultés qu'ont les gens dans leur travail. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes confrontés à conséquences du coronavirus. Alors, à différents titres. Alors, premièrement, si on reprend déjà, je prends par exemple les patients qui sont atteints du Covid. Donc, nous, très souvent, on est amené à les voir en réanimation. Déjà, alors, avec une tenue incroyable, etc. Je ne sais pas si vous voyez les médecins du Moyen-Âge, hein, comme ils étaient affublés. Hein, ça fait peur, hein, avec leur espèce de robe, une espèce de masque qui ressemblait à un bec de corbeau. Enfin, c'est un truc. Alors, on mettait des fumigènes dedans. Enfin, bon, c'est à peu près ça, une charlotte. On est méconnaissable et on va voir ces personnes. Donc, je pense qu'ils ne voient pas qu'ils ont affaire. D'ailleurs, c'est une caractéristique de l'époque. C'est la première fois dans toute ma vie professionnelle que je ne sais pas à quoi ressemblent mes patients. Et eux ne doivent pas trop savoir à quoi je ressemble non plus. Hein. C'est-à-dire, je vois des yeux, des oreilles, des cheveux, hein, ou pas de cheveux, ou un crâne. Mais je ne sais pas à quoi ressemblent les patients. Et ça, c'est un vrai problème. On croit peut-être que dans 3 ans, on va se croiser à Carrefour ou ailleurs, ils me reconnaîtront. Enfin, moi, je ne les reconnaîtrai pas. Et ça, c'est un vrai problème déjà aussi. Hein. Le fait de ne pas pouvoir reconnaître les gens. Donc, on va voir ces personnes-là. La plupart de ces patients qui sont des Covidés, ils ont des troubles anxieux très importants. La plupart sortent effectivement, pour certains, ils ont été intubés, ventilés, etc. Donc, il faut qu'ils réapprennent à respirer tout seuls. Ils sont très fatigués et la plupart du temps extrêmement angoissés. Enfin, j'ai une dame que j'avais vue récemment, là, qui m'a dit, je comprends pas, j'étais une dame de 75 ans, j'étais en pleine forme, etc. Je sais pas comment j'ai pris ça. Et elle me dit, depuis, je suis stressée, j'arrive pas à dormir la nuit, etc. Donc voilà les problèmes auxquels on est confronté avec ces patients Covidés. Alors, quand ce sont des patients qui sont psychiatriques, qui ont le Covid, alors là, c'est extrêmement compliqué. Hein, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut gérer leurs problématiques psychiatriques, hein, et le Covid. Et c'est pour ça qu'on est obligé à ce moment-là de les mettre en coma artificiel, parce que sinon ils vont arracher leur perfusion, etc. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'est pour les patients qui sont Covidés. Donc si vous voulez, déjà, on est obligé d'intervenir à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas le plus gros de la troupe, je dirais. Le problème, c'est qu'en réalité, on s'est aperçu avec mes collègues que au niveau des consultations, le nombre de consultations en 2 à 3 mois peut augmenter de 20 à 30%. Les services de psychiatrie sont saturés, c'est ce que je disais là en début de l'intervention, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Alors vous allez me dire, bon, on préfère ne pas y aller, hein, mais il n'y a plus de place. Moi, les personnes que je prends en charge n'ont pas, comme je l'ai lu dans un article de Libération qui m'a fait hurler, un type qui a fait de la psychiatrie et polytechnique, je ne sais pas à quoi ça sert de faire polytechnique pour faire de la psychiatrie, mais enfin bon, hein, comme quoi, c'est des arithmétiques, 1 plus 1 ne fait pas forcément 2. Hein. 1 plus 1 peut faire 0 ou peut faire moins 1. Donc, cette personne, ce scientifique expliquait que les gens, ce que j'entends parfois chez certains de mes collègues infectiologues,
les gens qui se plaignent, ce sont des pleurnichards. Alors j'ai répondu à un collègue là, sur un réseau social, sur Facebook, écoute, viens soigner les pleurnichards qui font des tentatives de suicide, hein. Tu vas aller leur expliquer que ce sont des pleurnichards, hein. Puis tu me diras comment tu fais, parce que quoi qu'il en soit, on est obligé de les prendre en charge, hein, pleurnichard par pleurnichard. En tout cas, c'est des gens qui sont dans des détresses, hein, pour beaucoup. Donc en fait, il n'y a pas, si vous voulez, contrairement à ce que disait ce scientifique, c'est pas que des déprimes. Alors quand il disait oui, ce ne sont que des déprimes, et il nous donnait des conseils, il est sympa, il nous donnait des conseils de prise en charge, c'est quelqu'un qui ne voit aucun patient, hein. Il est devant son ordinateur, il ne voit pas des patients, il n'est pas au front. Il nous disait, mais après tout, vous avez qu'à leur dire que c'est qu'un mauvais moment à passer, que ça ira mieux après. Ah ben, si c'est ça, là, si ça pouvait nous permettre de régler tous les problèmes, moi je suis preneur, hein. Non, là, vous avez affaire à des personnes, en fait, qui craquent là où ils sont fragiles psychologiquement, parce qu'on a tous des fragilités psychiques. Il n'y a pas de Superman, hein. Même Macron n'est pas Superman, je pense, ni Jean Castex, ni Olivier Véran, que je connais, que j'ai eu la joie, entre guillemets, de fréquenter quand il était... Moi, je m'occupais des urgences psychiatriques de l'hôpital de Grenoble, il faisait de la neurologie. Et bien, elle n'a pas changé, hein. Il est toujours aussi sympa. Donc, comment dire, si c'était que des déprimes, ça ne poserait pas vraiment de problème. Mais en réalité, d'abord, ce n'est pas des déprimes, c'est des véritables dépressions, quand les gens sont dépressifs, mais ils craquent là où ils sont fragiles. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, je ne sais pas moi, avaient une souffrance au travail, mais c'était plus ou moins accepté, et puis ils vont faire un burn-out. Il y a des gens qui avaient des troubles bipolaires, ils étaient plus ou moins stabilisés, ils vont décompenser. Il y a des gens qui étaient psychotiques, et donc qui sont une schizophrénie qui était compensée, et ben, ils vont craquer. La plupart des patients psychiatriques, gros patients psychiatriques, sont des personnes qui sont isolées. Parce qu'en fait, quand on a une problématique psychiatrique, souvent on a une problématique, on a un handicap de la relation à l'autre. On a du mal à rentrer, on ne sait pas trouver la bonne façon de rentrer en contact avec les autres. Donc ce sont souvent des personnes qui sont isolées, qui vivent, ce sont souvent des gens qui sont très malheureux, qui vivent chez eux tout seuls ou dans des foyers, etc. et qui ont besoin effectivement de voir les soignants, c'est ce qui peut leur permettre de maintenir un lien social. Si on confine, etc., ben les gens sont coupés de tout, et alors là, c'est la catastrophe. C'est comme ça qu'on a retrouvé beaucoup de gens qui étaient décédés à leur domicile. C'est pour ça aussi que le nombre de suicides, je dis en tant que légiste, hein, notamment à Lyon, a beaucoup augmenté pendant cette période, hein, et continue à augmenter. Et ça, c'est la conséquence, si vous voulez, c'est des conséquences indirectes de la gestion du Covid. Alors, c'est vrai que c'est pas spécifique, ce ne sont pas des problématiques psychiques qui sont forcément spécifiques au virus, ce sont des problématiques psychologiques, psychiatriques qui apparaissent dans ce climat. Hein, là, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir que au niveau des hôpitaux, je disais, le nombre de places a été restreint de manière très importante. Par exemple, l'hôpital du Vinatier, quand j'étais interne, dans les années 80, il y avait 2500 places. C'était le plus gros hôpital de France quasiment, hein, l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Aujourd'hui, il y a 700 places. Et on nous a expliqué au départ qu'il fallait réduire le nombre, qu'on pouvait réduire le nombre de lits parce qu'on avait des médicaments, qu'on pouvait faire des soins qui étaient adaptés, etc. Bon, bah c'est OK, sauf que maintenant on n'a plus de place pour prendre en charge les personnes. Bon. Le nombre de psychiatres s'est réduit comme une peau de chagrin. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de psychiatres, et les nouveaux psychiatres n'ont pas été formés, et il y a énormément de psychiatres qui partent à la retraite. Donc on se retrouve avec un déficit de psychiatres partout. Dans le service où je suis actuellement, il manque, nous sommes, je suis en train de réfléchir, des psychiatres qui ont le véritable diplôme de psychiatrie. Nous sommes, en psychiatrie adulte, nous sommes 2. Nous sommes 2 sur 7. Voilà. Donc on prend des intérimaires, des gens qu'on forme sur place. En Guyane,
sur un service, parce que j'étais dans le service de Cayenne, qui est le service en fait, de référence sur la Guyane, sur 14 postes de psychiatres qui sont budgétés. Et la Guyane, c'est grand, c'est un continent, enfin oui, c'est grand comme le Portugal. Hein. Sur les 14 postes, nous n'étions là aussi que 2 praticiens à avoir les diplômes. Le reste, c'est des personnes qui viennent se former en psychiatrie, donc c'est bon. Alors autant vous dire que à la fois l'offre de soins n'y est pas, la qualité des soins n'y est pas. Bon. Et quand je suis arrivé, la personne qui s'occupait de la souffrance au travail, c'était un type que j'aimais bien, qui était un ami sénégalais, qui avait une formation en gériatrie. Comment un gériatre sénégalais peut s'occuper de la souffrance au travail en France, parce que les problématiques ne sont pas tous les mêmes sur le plan social, etc. En plus, ce n'est pas psychiatre. Bon. Mais ça ne pose aucun problème, parce que sur le papier, les postes ils sont pourvus. On peut toujours mettre le casting, mais en réalité, l'offre de soins n'y est pas. Alors, ça explique beaucoup de choses. Ça explique aussi pourquoi, aujourd'hui, le problème qui est posé à des personnes comme vous, qui êtes étudiants, avec des gens qui sont dans des situations, moi je pense, en très grande difficulté pour certains. Alors j'ai vu qu'on offrait des tickets, dans certains endroits on offrait des tickets psycho. C'est-à-dire qu'on proposait à certaines personnes en difficulté de leur payer leur consultation chez un psychologue. Alors, les psychologues, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour le psychologue, c'est important. Le psychologue n'est pas un psychiatre. Alors, je ne dis pas qu'on est mieux que les psychologues, c'est pas ce que je veux dire, mais la différence entre le psychiatre et le psychologue, que tout le monde connaît évidemment. Pardon ? Oui, le psychiatre est un médecin, et le psychologue n'est pas un médecin, donc il ne va pas prescrire. Et là, je voyais là, ce matin, on finit par voir beaucoup de personnes, j'arrive plus du tout à... Alors déjà, comme je vois pas, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, les personnes véritablement, j'ai beaucoup de mal à les mémoriser, et puis j'en vois défiler, mais alors à l'appel, hein, malheureusement, hein, c'est un peu de l'abattage ces temps-ci. Cette personne va très mal depuis 1 an, depuis le confinement. Elle a vu il y a 3 semaines une infirmière de psychiatrie, et enfin, bon, elle a eu le rendez-vous, j'ai pu la voir. Eh bien, elle est dépressive depuis 1 an, elle n'a pas de traitement. Elle n'a pas de traitement, elle trimballe ça depuis 1 an. Voilà, c'est ça les conséquences aujourd'hui. Alors tout ça pour vous dire que le confinement, couvre-feu, les mesures qui sont mises en place, qui en soi, sur le plan psychologique, sont pathogènes. Alors elles sont peut-être nécessaires, mais elles sont pathogènes sur le plan psychique. Parce que quand on confine quelqu'un, quand on restreint sa liberté, quand on l'empêche de pouvoir accomplir les rites habituels, ses habitudes, quand on l'empêche de pouvoir rencontrer d'autres personnes, et il faut savoir que l'être humain, sa vocation, c'est de rencontrer d'autres personnes, hein, et la dislocation sociale qui a été prônée à un moment donné, moi je l'ai dit, je le répète, et la plupart des psychiatres disent la même chose, hormis ceux qu'on interviewe complaisamment sur BFM TV, la dissociation sociale qui est en train d'induire une dislocation sociale, c'est ça qui va être absolument terrible. Parce que le fait de ne plus pouvoir rencontrer d'autres personnes, eh ben, ça pose un vrai problème. On a besoin, alors je vais reprendre une expression technocratique, on a vachement besoin du présentiel. Mais on ne peut pas faire tout par le virtuel. Voilà. Sans compter qu'il y a aussi d'autres conséquences auxquelles on ne pense pas, hein, sur le plan de cette distanciation physique, de l'impossibilité qu'on a de plus en plus à pouvoir rencontrer d'autres personnes, et même ses proches parfois. C'est qu'il y avait une très bonne émission l'autre jour sur Arte. C'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais il y a tous les couples illégitimes. Il y a des tas de couples illégitimes, en réalité. Il y a des tas de gens qui, ils sont mariés, ou ils sont avec le père de leurs enfants, ou avec la mère de leurs enfants, mais ils ont une relation à côté. Ça existe, c'est ça la réalité. Moi, je suis un homme de terrain. Peut-être que ça déplaît moralement, mais psychologiquement, c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes, finalement, qui ont des relations par ailleurs. Le fait de ne plus pouvoir voir son compagnon, sa compagne légitime, pose beaucoup de problèmes.
Bah oui. Bah, si vous êtes marié, confinement, vous restez avec votre mari, j'imagine. Vous n'allez pas partir avec votre amant ou votre amante. Parce qu'il y a les enfants, parce que souvent le problème, c'est les enfants. Donc, vous êtes là, vous savez que l'autre, bah, vous ne pouvez pas le voir. Alors, vous essayez de l'appeler, parce que comme tout le monde est les uns sur les autres, c'est pas facile de téléphoner, voilà, ou de faire de la visio. Vous allez faire une visio avec votre... je pense pas, hein, c'est bon. Mais ça a l'air anecdotique, mais en réalité, ça affecte beaucoup de personnes, plus qu'on ne pense. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, savoir si Homo sapiens sapiens c'est fait pour vivre en couple, ou est-ce qu'on est fait pour vivre en meute, ou je ne sais pas comment, ou comment on vivait dans les cavernes. Je ne rentre pas du tout dans ce débat. Moi, je prends la position du psychiatre qui constate des réalités, hein, donc des gens qui sont très malheureux de ce fait-là. Et en plus, le fait de vivre confiné, ça fait exploser aussi tous les problèmes de couple, parce que finalement, être en couple, c'est être statistiquement en couple la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on est, allez, quand on est en couple, on est combien de temps avec son compagnon, sa compagne, normalement? Si on fait le total, alors je pense qu'on passe la nuit ensemble, d'accord? Ensuite, on passe une partie de début de la matinée, bon. Ça fait quoi? 50%? 50% du temps? Bon. Mais le reste, on est avec d'autres personnes. Mais quand on est tous ensemble, ça peut devenir impossible parce qu'il y a des personnes qui vivent dans des couples comme ça, un peu, qui s'oxygènent. Donc ça aussi, c'est un problème. En réalité, le vrai problème, c'est que quand on a mis en place ces mesures, et c'est là, c'est ce que je dis d'ailleurs plus ou moins dans l'article de Marianne, c'est qu'on n'a pas du tout pensé à toute la dimension psychologique, ça n'a même pas été abordé, si ce n'est pour aller trouver des scientifiques, des mathématiciens qui expliquent au gouvernement comment faire pour casser le lien, pour créer la distanciation sociale, pour éviter qu'on se contamine. Mais quand on prend en charge une personne aujourd'hui à l'hôpital, on est dans du pluridisciplinaire. Il n'y a pas que le chirurgien qui intervient, il y a le chirurgien, il y a souvent l'infectiologue, il y a on est plusieurs spécialistes à intervenir pour créer un soin. Quand on prend le point de vue que d'une spécialité, ça finit par poser un problème. Quand j'entends, mais on dit c'est la position médicale. Non, ce n'est pas la position des médecins, je regrette. La position de Dufrécy, de Madame Lacombe, Pialou, tous ces gens-là, ce n'est pas la position des médecins, ce n'est pas la position des médecins généralistes, ce n'est pas la position des médecins spécialistes. C'est leur position à eux, d'une quinzaine de spécialistes en réanimation, en épidémiologie, en virologie, en infectiologie, parisiens, et qui sont entre eux. Et qui biaise complètement la manière d'appréhender les choses. Et c'est ça la difficulté. Donc moi, de toute façon, on verra bien comment les choses évolueront. S'il y a un troisième confinement, donc moi je m'attends à une nouvelle vague sur le plan de la psychiatrie, etc. Il y aura des dégâts collatéraux importants. Je pense qu'il faudrait qu'au niveau de l'État, on réfléchisse à des moyens de prévention par rapport à ça. Malheureusement, dimanche soir, on va avoir, ça va tomber. Hein. En plus, c'est sympa, ça va nous gâcher le week-end. Hein. Bon, déjà que c'est moyennement sympa, mais dimanche soir, on va savoir à quelle sauce on va être mangé. Ben, je suis comme beaucoup maintenant. Quand il y a la conférence de jeudi soir de Castex et Véran, je ne regarde pas la télé parce que je me dis, voilà, bon. À quoi doit-on s'attendre? Et puis nous, ça nous fait des réajustements. On sait qu'on va avoir encore plus de travail. Donc voilà. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Je peux encore parler, mais est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question par rapport au deuxième volet qu'on vient d'entamer. C'était de savoir quelles sont les raisons qui font en sorte qu'il y a de moins en moins d'attention accordée à la psychiatrie, sachant que c'est important. Alors c'est un paradoxe, parce que l'homme, ce qui fait sa particularité, c'est l'esprit, c'est la psychologie, et on est dans des sociétés de plus en plus complexes où la dimension psychologique est prédominante. Hein? En fait, ce qui est intéressant chez l'homme, c'est notre logiciel.
C'est ça. Et finalement, chez l'être humain, c'est comme l'ordinateur, il y a un software et un hardware. L'hardware, c'est très bien, c'est très important, hein. Ça, c'est pour les épidémiologistes, les virologues, tous ces gens qui nous donnent des tas de leçons. Nous, on fait quelque chose de plus noble. Non, je dis ça en rigolant. Mais on s'occupe du software. Quand ça bug dans le software, votre ordinateur, il marche pas, hein. Et c'est ça qui est quand même incroyable. C'est que quand psychologiquement on va pas bien, rien ne va. Parce que finalement, qu'est-ce qui est intéressant dans la vie? C'est de se dire, bah tiens, je vais attaquer une belle journée, c'est sympa, même si c'est pas vrai, hein. On peut être dans une situation dégueulasse, et puis après tout, se dire, bah finalement, je suis très content, c'est sympa, je vis de manière sympa. C'est pas forcément d'ailleurs corrélé à son niveau matériel, etc. Non, c'est l'impression qu'on a. Est-ce qu'on a l'impression qu'on va bien? Est-ce qu'on se sent bien ou pas? Et ça, c'est fondamental, c'est bien ça, ce à quoi on aspire. Moi, je sais pas, c'est vrai que je suis content d'avoir, je sais pas quoi, d'être payé à la fin du mois, bon, très bien, ça fait plaisir, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi, mais qui c'est que je vais pouvoir rencontrer, avec qui je vais pouvoir échanger? Est-ce que je trouve ma vie sympa ou pas? Dès lors que ma vie devient comme la plupart aujourd'hui, très médiocre, forcément, c'est des implications sur tout. Si on n'est pas bien dans sa peau, parce que c'est ce que je disais l'autre jour, justement, à cet ami infectiologue des hospices civils, hein, que je connais bien par ailleurs, avec qui on a travaillé sur le sida, mais je lui dis, mais tu deviens, c'est bizarre, mais avec le temps, tu deviens un peu gaga. Les gens qui se suicident, c'est au moins aussi grave de se suicider parce que de faire un infarctus. C'est presque plus définitif. Bon. Et ça, c'est pas pris en considération. Alors pourquoi c'est pas pris en considération? Parce que d'abord, c'est vrai que la psychiatrie, c'est une science molle. Il y a les sciences dures comme la chirurgie, l'affectiologie, c'est une science dure. La psychiatrie, c'est une science molle. Si vous voulez, nous, comment dirais-je, quand on essaye d'appréhender la psychologie de quelqu'un, c'est de l'impressionnisme. C'est pas une science exacte, hein. On a des éléments, on se rapproche d'une réalité, mais on ne sait pas tout de quelqu'un. Vous voyez, même si avec quelques-uns, on a essayé de mettre en place, de développer tout ce qui était, si vous voulez, profilage, profil psychologique, etc., mais sur une version criminalistique, etc. Parce que moi, je pense que c'est très important de faire du profilage, d'arriver à profiler les gens, ne serait-ce que pour se marier. Hein, parce que moi, si j'avais su quel était le profil de mon ex-femme, hein, j'aurais pas signé. Hein. C'est bien de savoir si la personne elle a contracté des maladies vernériennes ou pas, ça c'est une chose. Mais savoir quel est son profil psychologique, c'est important aussi. Hein. Parce que si on a affaire à un paranoïaque ou une parano, une hystérique, moi je signe pas. Hein. Donc, mais je sais pas si ça peut. Moi je suis assez favorable parce qu'avant de se marier, on a le profil psychologique de l'autre. Hein. C'est important de savoir à qui on a affaire. C'est vrai. Bon. Hein. Mais bon, alors, ça fait peur la psychiatrie. Ça fait peur. Première chose. Deuxièmement, c'est une science molle. Troisièmement, en termes de labo, malheureusement, au niveau de la recherche sur les laboratoires, vous voyez, là, les infectiologues, ils sont, à mon avis, je ne sais pas ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, ils ont AstraZeneca et Pfizer va se faire un pactole. Pfizer va se faire plus d'argent qu'avec la sertraline, qui est un des antidépresseurs qu'on utilise. Hein. Je pense qu'ils préfèrent refiler leur vaccin, ça leur apporte plus d'argent que de vendre du Zoloft qui est tombé dans le domaine public. Et quand je vois, moi quand j'étais interne, tous les ans, au niveau des produits, des psychotropes, parce que nous on fonctionne, excusez-moi, parce que les gens me disent, oh là là, moi je veux surtout pas qu'on me prescrive d'antidépresseurs, etc. Je me suis soigné de manière naturelle. Alors ça veut dire quoi, soigner de manière naturelle? Vous voulez que je vous prescrive un shampoing, de la pommade, des onguents, des huiles essentielles, hein?
Non, heureusement qu'il y a des psychotropes. Bon, moi quand j'ai commencé mon internat, tous les ans, il y avait une molécule nouvelle qui apparaissait en psychiatrie. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucune, hein. Depuis au moins 10 ans. Il n'y a plus un nouvel antidépresseur qui sort des laboratoires. Parce que ce n'est pas un marché qui les intéresse. Et pourtant, on n'a jamais autant de personnes qui sont dépressives, on n'a jamais autant de mal-être, de souffrance, etc. Vous trouvez que les gens vont bien, là, sur le plan psychologique, actuellement? Alors on me dit oui, c'est super, au moins tu as du boulot. Bah, je dis ouais, bah, je préfère en avoir moins. Du boulot j'en ai, alors j'en ai pour les 15 ans à venir, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis légiste aussi, du boulot j'en ai. Hein. Tous les jours, 24 heures sur 24, je peux tourner, il n'y a pas de souci. Mais ça ne m'intéresse pas forcément. Parce que parmi les personnes, d'abord il y a peut-être moi déjà, et puis il y a aussi tout l'entourage. C'est pas intéressant de voir qu'une population est en souffrance. Mais c'est vrai que, alors bizarrement, il y a une quinzaine de jours, moi j'ai un ami là, je travaille sur d'autres points là, qui s'appelle Laurent Valdiguier de Marianne, qui m'a appelé pour qu'on fasse un papier sur la souffrance psychologique. Effectivement, ça a été repris par Natacha Polony et compagnie. Ben, bizarrement, ça fait que 15 jours, j'ai l'impression, alors ça a sûrement aucun rapport avec mon papier, mais c'est pas ça, ça fait que 15 jours qu'on parle de la souffrance psychologique. Avant, on n'en parlait pas. C'est pas que la tristesse, c'est aussi l'irritabilité, les angoisses, mais l'irritabilité. Hein, et souvent, c'est le symptôme qui apparaît en premier lieu, c'est les gens deviennent irritables. Quelqu'un qui était tout à fait aimable devient irritable. Il y a l'irritabilité, les troubles de la concentration, évidemment les pertes d'élan vital, etc. Mais ça, c'est plus connu. Mais l'irritabilité, ça arrive en très bonne position. On peut être dépressif sans forcément être triste. Voilà ce que je veux dire. Une question par rapport à votre premier volet de Oui. la conférence sur le vaccin. Vous avez dit que vous avez eu à être vacciné. En toute transparence, quelles sont les composantes de base de ce vaccin? Sachant qu'un vaccin doit prendre normalement beaucoup de temps en laboratoire pour être mis au point. Aujourd'hui, est-ce que les laboratoires n'utilisent pas le monde comme un laboratoire géant sans forcément... Je suis un cobaye. Oui, non, mais bon, alors moi je sais pas ce qui est commun. Enfin bon, moi je suis pas un virologue, hein. Je suis un psychiatre. Et d'ailleurs, quand vous parlez de spécialiste, c'est vrai qu'on est spécialiste parce qu'on a fait la spécialité, hein, on a le diplôme de spécialité, d'accord. Mais quand vous allez dans un tribunal américain ou anglo-saxon, j'étais très surpris quand on désigne des experts. Alors en France, à la limite, vous êtes désigné expert pour toute votre vie. Hein. Bon, moi qui fais ma thèse sur la toxicomanie, sur les toxicomanies, d'ailleurs, c'est un terme qu'on n'utilise quasiment plus, qui est désuet. Hein. On ne dit pas quelqu'un est toxicomane, maintenant on dit que c'est un usager. Enfin bon, bref, il y a d'autres terminologies. Ce que je disais l'autre jour à un collègue, je lui ai dit, bah, tu vois, j'ai fait ma thèse sur la prise en charge des toxicomanes. Aujourd'hui, j'aimerais bien refaire une thèse sur cette thématique, mais 30 ans plus tard, je ne ferai pas du tout la même thèse, hein, parce que ça ne peut rien avoir, les addictions. Hein. Aujourd'hui, la prise en charge, ça ne peut rien avoir du tout. On avait, à l'époque, avec des collègues, le docteur Lamotte, Malissier, Sénégal, etc., on avait fait un article qui s'appelait « L'idéologie de l'indépendance », en disant que finalement, l'objectif dans la prise en charge des toxicomanes, ce n'est pas forcément d'aboutir à une abstinence totale, mais de faire en sorte que les gens puissent les accompagner. Et de là, Montagnier, certains ont qualifié de gaga, alors que c'est quand même le scientifique de Pasteur qui a trouvé le virus du sida. Hein. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai infiniment de respect. Il a dit, il est intervenu à un moment donné, comme ça n'apaisait pas, on l'a ridiculisé. Bon. Bah, c'est bien dommage. Donc on avait fait un article là-dessus qui avait été repris dans son rapport sur les problèmes de substitution. Aujourd'hui, moi j'ai occupé pendant 10 ans de toxicomane, justement. Moi je ne peux plus là, je ne peux plus. C'est terminé. Mon capital patience, je ne peux plus. Des patients qui sont très particuliers, qui sont compliqués, il faut avoir beaucoup de patience et d'empathie. Et dès lors que vous ne supportez plus, si vous voulez, les patients, vous risquez de devenir maltraitant. Donc j'ai arrêté.
parce que ça me gonfle. Voilà, je dis franchement, je peux plus. Bon, j'ai donné, je peux plus. Bon, du coup, je reviens sur les experts, j'estime que je ne suis plus un spécialiste en matière de toxicomanie. C'est plus ma spécialité, enfin, dans ma spécialité, c'est plus partie de mes thématiques. Et quand on parle de toxicomanie, je dis non, je ne veux plus prendre en charge les patients qui ont des problèmes d'addiction, je ne suis plus qualifié à mon avis. Alors justement, quand vous allez aux États-Unis ou au Canada, dans les pays, quand vous passez au tribunal, on nomme un expert. Alors le président du tribunal va dire, mais finalement, et les avocats surtout, hein, vous avez dit que vous êtes expert, mais en quoi, pourquoi vous êtes expert? Qu'est-ce qui fait votre expertise? Alors, les gens disent, ben voilà, j'ai tant d'années d'expérience dans tel service où j'ai pris en charge. Alors, ils donnent le nombre de patients que j'ai vus. J'ai vu 1000 personnes, 1500 personnes atteintes de cette pathologie. Donc, voilà. Deuxièmement, j'ai créé combien de 3 ou 10 articles sur cette problématique. Voilà. Ensuite, j'ai créé un bouquin. Ah bon, donc les avocats reconnaissent que vous êtes expert parce que au moment où vous présentez au tribunal, vous connaissez encore la question. Moi, sur les toxicomanies, j'essaie de ne plus être un expert. Alors que je l'ai été, hein, je pense. Je ne le suis plus, je ne vais plus l'être. Bon. Il y a d'autres thématiques où je pense être très bon. D'autres thématiques où je pense être pas bon du tout. Sur la virologie, je ne suis pas bon du tout. Je suis très médiocre. Hein. Et sur la manière dont, je vous le dis franchement, hein, parce que ce qui fait, je pense qu'on peut dire qu'on est compétent si on sait où sont ses incompétences. Si on ne sait pas où sont ses incompétences, je ne vois pas comment on peut dire où sont ses compétences. Hein. Moi, je suis compétent sur certains points, et certains points, je ne suis pas du tout compétent, hein, ou plus du tout compétent. Sur la virologie, comment ce vaccin il a été fait? Alors, je vais vous dire ce que j'ai lu, hein, c'est l'ARN messager. On a pris l'ARN messager, etc. Mais j'en sais rien, moi, ce qui a été fait. Bon, on m'a injecté un truc, voilà. Je pense que je leur fais confiance. J'ai vu que Biden et Kamala Harris se sont fait vacciner. Par contre, j'ai pas vu Emmanuel Macron ni Jean Castex. Hein. Mais j'étais plutôt rassuré par Joe Biden et Kamala Harris. D'ailleurs, c'est assez étonnant que nos dirigeants français ne fassent pas la même chose. Hein. Je le dis au passage, hein. Parce que je pense qu'il faut donner l'exemple. Voilà. Même si ça fait populiste, je pense que c'est pas mal de donner l'exemple. Hein. Donc, je me suis fait vacciner, je ne sais pas ce qu'on m'a injecté. J'espère que ça a marché. Pour l'instant, je suis vivant. Il y a tout qui fonctionne. Oui. Oui, je pense que c'est aussi parce que ils ont peur de se faire vacciner, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas dans les personnes prioritaires. Il y a eu une affaire en Espagne dernièrement où plein de personnes étaient renvoyées du gouvernement parce qu'ils avaient après, Non, mais je pense que vous avez raison en plus. Alors, je trouve ça complètement idiot. Ils sont forcément prioritaires parce que ce sont nos dirigeants. Si ça avait été Churchill, je pense qu'il serait fait vacciner. Hein. Hein, ça a pas fait, et c'était normal. C'est de la même manière qu'on ne va pas envoyer le général en chef au front dans une tranchée. Je pense qu'effectivement, c'est normal qu'ils soient prioritaires. Ce sont nos dirigeants. Ils ont un mandat du peuple. C'est normal qu'ils soient vaccinés. Moi, ça ne me pose aucun problème. Hein, et Biden, Kamala Harris, ils se sont fait vacciner, ça ne leur a posé aucun problème. Hein. Il n'y a pas eu de polémique. Jimmy Fallon, dans The Tonight Show, était plutôt... Voilà, bon, c'est ce que non, je pense que ça a rassuré les gens en plus. Parce que maintenant, j'entends les gens qui disent ils ne sont pas vaccinés. Si ça se trouve, le président de la République n'est jamais tombé malade. Il a dit qu'il était malade pour ne pas se faire vacciner. Enfin, bon, vous voyez des trucs. Mais ça, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de la bonne communication. Soit dit en passant, je leur recommande quand même de temps en temps de faire appel à des psys pour la communication. Hein. Même si, à titre personnel, ça ne soit pas forcément très bien communiqué, je pense que c'est quand même important d'avoir des retours. Je sais très bien que vous avez dit que vous n'êtes pas un expert, mais il y a une personne en ligne qui a posé la question de savoir quel est le pourcentage pour lequel le corps humain puisse s'adapter avec le vaccin. C'est quoi la question? Quelles sont les personnes qui peuvent faire des complications? C'est quoi? Quel est le pourcentage dont le corps humain puisse s'adapter avec le vaccin, son pourcentage?
Non, alors, j'essaie de traduire. Hein. Ce qui veut dire, quels sont les nombres de personnes plutôt qui risquent de faire des effets secondaires voilà, d'après ce que j'ai compris, il y a eu 6 ou 7 décès, c'est ça? Avec des réactions allergiques sur 1 million, c'est bon. Et c'est sur cette essai, je crois, en France, 13 en Norvège. Oui? Des Ah ben cas oui. assez, Ah mais non, attendez, moi je veux dire une chose. Hein. Moi je suis pour le risque. Sans risque, on fait rien du tout. Alors, y compris rester chez soi devant son ordinateur, c'est risqué. Je peux vous le dire parce que, en tant que légiste, j'ai fait des levées de corps, comme on dit, de personnes qui sont décédées devant leur ordinateur. Hein. Pourtant, ils étaient bien protégés dans leur chambre. Hein. Bon, ça ne les a pas empêchés de mourir. Hein. Donc, en revanche, j'ai parcouru, pendant que j'étais en Guyane, X fois la forêt amazonienne avec des tas de serpents, des bestiaux, des jaguars et compagnie. Et ça s'est toujours très très bien passé. Hein. Bon. La vie, c'est un risque intelligent, il faut le calculer. Il ne faut pas être dans une recherche de risque. Je veux dire que la personne qui fait de la moto, à mon avis, elle risque beaucoup plus que de se faire vacciner par ce vaccin-là. Hein. D'ailleurs, ce serait intéressant parmi les gens qui sont craintifs, il faudrait voir quels sont leurs modes de vie. Par ailleurs, il y a un risque, on sait pas. Il y a une prise de risque. Moi, je la prends. Je pense que je la prends. Je pense qu'il n'y a pas un risque extraordinaire et qu'à l'arrivée, alors non, moi, il y a quelque chose qui me gêne. Est-ce que ce vaccin est véritablement efficace? C'est ce que je me dis. Et puis, bon, de manière complètement, je veux dire, intéressée, je me dis, chic. Dans une semaine, je vais avoir mon passeport vaccinal. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre l'avion. Voilà. Parce que si je n'ai pas mon passeport vaccinal, je ne pourrais pas monter dans l'avion. Je ne pourrais pas aller dans certains restaurants, etc. Donc j'attends mon passeport vaccinal. Cette forme de passeport vaccinal, c'est pas pour obliger aussi à être vacciné? Bah évidemment. C'est dans une sorte de psychologie inverse. Mais là aussi, on est quand même à une époque qui est bizarre. Moi, quand j'étais gamin, sur Lyon, on se faisait vacciner, on avait le BCG, on avait le vaccin contre la variole, etc. Si vous n'étiez pas vacciné, vous ne rentriez pas en classe. Hein. On ne vous a pas rentrer. Hein. Donc il y avait quand même... Alors, ce qui est curieux, c'est que les gens tolèrent finalement relativement d'avoir une privation importante de leur liberté. Il y en a même, j'ai vu, alors c'est peut-être une dimension un peu masochiste, qui vont dire oui, il faut absolument que ce soit, pour reprendre l'expression, que ce soit un confinement très serré. Je sais pas ce que ça veut dire, très serré. C'est assez curieux. J'ai des collègues psychanalystes qui sont partis dans des analyses psychanalytiques sur le très serré. Enfin bon, il faut que ce soit très très serré. Hein, parce que si c'est très serré, ça va bien marcher. Sauf que, si vous voulez, c'est pas sûr qu'ils se sentent extrêmement bien après le confinement, qu'ils soient totalement efficaces. Mais en revanche, quand on propose un vaccin, parce que pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au vaccin, à l'IBICH, sans vouloir être taquin, le problème, c'est pas de savoir si c'est ARN messager ou pas ARN messager. Le problème, c'est de savoir si vous allez pouvoir vous faire vacciner. Parce que là, c'est une discussion presque, comment dirais-je, abstraite, puisque de toute façon, vous n'êtes pas dans les personnes prioritaires, j'imagine. Non. Vu votre âge. Vous avez l'air en bonne forme, tout ça. Donc, vous n'êtes pas parmi les personnes prioritaires. Vous allez passer, normalement, si ça vous intéresse, pas avant l'été. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Hein, d'ici là, nous, les cobayes, on aurait pu voir les effets secondaires éventuels. Hein. Donc, rassurez la personne qui a posé la question. De toute façon, on ne sera pas vacciné avant septembre. S'il y a un problème, on aura fait cobaye. Oui. Est-il vrai cette philosophie sur cette hypothèse de vouloir politiser parfois les virus qui sortent? C'est-à-dire qu'on nous fait croire parfois que les virus existent et certaines personnes disent bon voilà, on a créé le virus expressément en vue derrière de créer des vaccins pour faire de l'argent. Je me
rappelle quand il y a eu le virus de l'Ebola, mon pays du Niger, au pays de la Côte d'Ivoire, qui est frontière au Nigeria, on avait des cas qui étaient détectés en grand nombre au Nigeria, mais jamais ils nous ont dit qu'il y avait des cas en Côte d'Ivoire. Alors qu'on fait frontière, hein, quand vous allez vers l'ouest, vous avez la frontière qui est quasiment contiguë en fait. Et on en parlait tout le temps, où c'était devenu comme un problème de l'essence de l'humanité. Mais en même temps, on n'a jamais pu détecter les cas de. On n'a jamais pu détecter les cas. Si, peut-être qu'ils en avaient détecté, mais on n'en a jamais su en fait. Est-ce que c'est une vraie cette hypothèse de vouloir faire du business derrière? Parce que bon, voilà, c'est la question que je me pose parfois. Bah, moi, je suis très étonné, hein, parce que j'ai des amis, enfin, de la famille camerounaise. Et alors, quand je leur explique comment ça se passe ici, ils sont très étonnés. Ils me disent, mais c'est curieux, le 31 décembre, ça a été la fête pendant 4 jours, personne ne porte de masque, les restaurants sont ouverts, tout va très bien. Je dis, bah bon. Oui, tout va bien. Bon, alors, la question que je me pose, c'est quoi le problème? Est-ce que les Camerounais ne craignent pas, hormis Manu Dibango, mais il était en France à ce moment-là, est-ce que les Camerounais ne craignent pas le coronavirus? Est-ce que c'est une volonté du gouvernement camerounais de cacher la situation? C'est quoi le problème? Je ne sais pas du tout. Hein. Je ne sais pas du tout. En revanche, ce que je pense, c'est que le coronavirus est beaucoup moins dangereux que le virus d'Ebola. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et beaucoup moins contagieux, beaucoup moins dangereux. Mais, c'est ce que je vous disais en début de propos, c'est que si ça se trouve, si on avait eu le coronavirus en 1970, on n'en parlerait même pas. On n'en aurait même pas parlé. Parce qu'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, parce qu'il n'y avait pas le principe de précaution, parce que les gens raisonnaient différemment. Là, si vous voulez, je ne dis pas, je pense que dans cette affaire de confinement, etc., des mesures qui sont prises, il y a une forme d'hystérisation. C'est pas normal, et je rejoins ce que vous, enfin, je rejoins ce que vous dites, mais c'est pas normal que des scientifiques, des médecins, matin, midi et soir, soient sur les télés et à la radio. Je pense qu'un médecin, vous voyez, moi j'ai une activité par ailleurs au-delà de la médecine, je fais autre chose hein, par ailleurs. En tant que médecin, j'estime qu'on doit être dans la réserve. On n'a pas à aller se narcissiser, faire des numéros de claquettes en permanence à la télé. D'ailleurs, je pense que la parole doit être quand même sobre. On a dit une fois quelque chose, on n'a pas besoin de répéter 40 fois la même chose sur 36 médias, ça ne sert strictement à rien. Si ce n'est qu'aujourd'hui, ça inquiète tout le monde, ça angoisse. Parce que, et M. Delfraissy, pour qui j'ai beaucoup d'estime, par ailleurs, a priori, il n'a aucun mandat politique. Il n'a aucun mandat politique. Il est pas. C'est quoi son. Il est président du conseil scientifique. Ben, je pense qu'il doit se comporter comme président du conseil scientifique et rester dans une certaine discrétion. Moi, je le reproche un peu de parler à tort et à travers, et puis parfois de se déjuger. Puis on parle, puis on risque de dire des bêtises. Or, par ailleurs, c'est un médecin de très grande qualité, mais je pense qu'il faut. Et c'est toujours le risque, si vous voulez. Le risque, c'est le problème de l'ego. C'est le narcissisme, le risque. Hein, c'est comme Narcisse, hein, à force de se regarder comme ça dans l'eau, il a fini par se noyer. Je pense qu'à un moment donné, on peut être grisé par ces chaînes d'infos, etc., et finir par dire n'importe quoi. C'est ça le risque. Et je pense qu'on sort de sa réserve scientifique. Pour vous dire, moi, j'aurais pas dû. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser sa chance au troisième confinement, parce que sinon c'est désespérant. On ne va pas rentrer dans ce troisième confinement en disant ça ne sert à rien, parce que rien n'est pire. Hein. En revanche, après le troisième confinement, je pense qu'on sera sûrement, au niveau des citoyens, amené à s'exprimer, parce que peut-être qu'il faut changer de stratégie. Et c'est ce que je terminerai là-dessus, c'est ce qu'on appelle la vision en tunnel. Au niveau criminalistique. C'est-à-dire que voilà, on part sur une hypothèse,
hein. Et si vous voulez, c'est aussi ce qu'on appelle le piège absconce. On part sur une hypothèse, et parce qu'on est parti sur cette hypothèse, on est incapable de remettre en question cette hypothèse-là, et au contraire, on va essayer par tous les moyens de l'accréditer. Et alors même que peut-être la bonne solution à un moment donné, c'est de se dire il faut qu'on change de stratégie. Et quand on est dans la vision en tunnel, ensuite, tout ce qu'on met en œuvre, au fond, vient du fait qu'au départ, on s'est trompé. Et on reste quand même sur la même stratégie. Je vais prendre un exemple très simple de la vision en tunnel. Vous avez, je prends l'affaire Grégory. Dans l'affaire Grégory, ça a été une vision en tunnel. Le juge est parti sur une mauvaise hypothèse dès le départ. Or, manifestement. Or, si vous voulez, donc le début de l'enquête a été mal mené. Si le début d'une enquête est mal mené, c'est terminé, c'est quasiment irrattrapable. Et des tas d'actes ont été pris, et c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais, à mon avis, à la solution. C'est qu'à un moment donné, on était sur une vision tunnel. C'est forcément, je ne sais plus comment c'est, la mère qui était la coupable, et on a tout axé autour de cela. Ou d'une autre manière, sur le plan médical, vous avez quelqu'un qui arrive aux urgences, il braille, il a des troubles de comportement et il s'agite, on va dire, c'est une bouffée délirante aiguë. Donc, sur le dossier, on met bouffée délirante aiguë. Et toutes les autres personnes vont faire du copier-coller et vont reprendre, finalement, ce diagnostic, sans le critiquer, en disant, tu vas avoir à prendre en charge une bouffée délirante aiguë. Hein. Et puis, quand on s'aperçoit, parce qu'on avait fait une petite étude à ce moment-là, que finalement, qui avait donné le diagnostic, c'était l'agent administratif qui avait enregistré la personne au comptoir, c'est elle qui avait donné le diagnostic, et qu'en réalité, ce n'était pas forcément une bouffée délirante aiguë. Ça, c'est une vision en tunnel. Et moi, je pense qu'on est parti sur une certaine philosophie, avec le principe de précaution, le fait que de toute façon, il fallait de l'assistanciation sociale, et le fait que finalement, quelque part, il y a quelque chose de, comment dirais-je, où il faut pas que les gens aient du plaisir. En fait, dès que les gens ont du plaisir, ça concourt, ça peut être néfaste pour la propagation du virus. Moi, j'ai un peu cette impression. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du plaisir, ça a été supprimé. Et on se dit, c'est très bien, on souffre, on est une espèce de repentance, de pénitence. C'est assez curieux, sur le plan, je ne suis pas psychanalyste, je suis un TCCiste, mais enfin, sur le plan psychanalytique, c'est assez curieux comme philosophie. Mais il y a quand même ça. Tout ce qui fait un peu plaisir, hop, terminé. On peut aller au musée, ça ne pose aucun problème, hop, terminé. On pourrait prendre un petit remont de pente. Hein. Non, c'est terrible, etc.